Voilà. Donc, la dernière fois, je pense que j'avais présenté la première page. Allez, c'est des définitions. De toute façon, c'est facile. Vous pouvez revenir. Donc, j'ai présenté la notion de mouvement périodique, la notion d'une période, la notion d'une pulsation, d'une fréquence, degré de liberté. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, je peux répondre. Sinon, je passe. 1, 2, 3, 4, 5, je passe. Ok. Maintenant, راك تشوفوا مليح ليماج ولا راك تشوفوا كتيبة. Oui, monsieur Haritval. Oui, Oui. là. Ah, ok. Donc, alors, ce que j'ai fait, bon, ça s'est fait vraiment pas par pas, petit à petit, on définit tout. Donc, cette première partie, je l'ai dédiée au traitement d'un oscillateur classique, masse-ressort, avec la méthode de Newton. C'est pour vous introduire. Donc, je l'ai fait au début avec la méthode de Newton, puis après, on va le faire avec la méthode de Lagrange, qui est la méthode qu'on va utiliser dans tout le cours, dans tous les chapitres. Donc, si vous trouvez que c'est ennuyant de refaire ça, peut-être que vous avez déjà vu, c'est pas la peine. Sinon, moi, j'explique pour ceux qui... peut-être qu'il y en a ceux qui n'ont regardé rien du tout, parce que moi, j'affiche sur la page Facebook, etc. Bon, je vais faire de sorte que je fais ça en premier. Mais allez, si les c'est pas grave, il va entendre de nous. D'accord. Donc, à travers ce petit exemple, c'est masse ressort. Alors, le dessin, je sais pas où ce qu'il est, mais c'est pas grave. Masse ressort, هذا. Masse ressort. Masse ressort. Masse ressort. Masse ressort. Il n'y a rien, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien. Masse M. Et ça, c'est un ressort de constante de Rieder K. Donc, la loi de Hooke, c'est quoi? La loi de Hooke, c'est une loi générale qui dit que tous les matériaux élastiques, pour les petites déformations, la force appliquée pour ce matériau lorsqu'on le déforme, elle est proportionnelle à la déformation par une constante, et elle lui est opposée en direction. Donc ça veut dire que le ressort, si tu le pousses, lui il pousse. Si tu le tires, lui il tire. Ok? Donc si donc ce qu'on fait ici, c'est quoi? C'est qu'on perturbe ce petit système-là, on le perturbe au départ, ça c'est la démarche qu'on fait à chaque fois dans le système libre. On perturbe le système au départ, on lui communique une certaine énergie, puis après on lâche. On le laisse évoluer librement. Ah, il a l'animation indique. On perturbe au départ, hop, et on laisse. Voilà ce que c'est qu'une oscillation. Ça, c'est sans faire des calculs, avant de faire tout calcul, rien du tout, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le mouvement, déjà, il est indéfini, puisqu'il n'y a pas de perte d'énergie. Il ne va pas s'arrêter. Et il est quoi? Il est sinusoïdal, on voit qu'il est sinusoïdal. On peut faire ça expérimentalement. On peut par exemple remarquer, aussi regarder le sinus ici, la période ici. On peut voir que la période ne change pas si je change les conditions initiales. Regardez, c'est toujours à peu près ici, avant 1,8, quelque chose comme ça. Si je change les conditions initiales, ça ne change pas. Voilà, donc la fréquence, la période est indépendante des conditions initiales, donc la fréquence est indépendante, donc la pulsation, ils sont reliés, les trois notions sont reliées par des constants. Très bien, donc voilà ce que c'est qu'un oscillateur. Donc ça, c'est dans ce cas, l'oscillation, c'est quoi la propriété qui est sujet de l'oscillation? C'est la position de cette masse M. On peut avoir un système où l'angle qui est sujet de l'oscillation, comme dans le cas du pendule. Dans le cas du pendule, top. Bon, un pendule, tout le monde sait ce que c'est que
c'est ce que c'est qu'un pendule. Donc si je porte l'angle que fait le pendule avec la verticale, je le porte en fonction du temps, je trouve que c'est aussi une sinusoïde. Donc ça, c'est un système aussi libre, non amorti. Libre parce que je l'ai laissé sans que j'intervienne, je le laisse évoluer tout seul. Et sans non amorti parce qu'il n'y a rien, je ne considère pas les frottements. Voilà, donc je finis avec ça, je fais. Maintenant, je veux étudier ça, on va passer un petit peu au calcul. Je veux étudier ça par la méthode de Newton, qui est la théorie par excellence pour traiter tous les problèmes de la mécanique. Donc ça, c'est un problème de la mécanique. La somme des forces qu'il y a ici, la somme des forces sur quoi? La somme des forces appliquée sur M. Ça, c'est la masse M. Donc j'ai le poids, et j'ai la réaction du support, et j'ai aussi la force, ça s'appelle la force de rappel. La force de rappel de ressort, qui est modélisée, qui est égale à moins K fois la déformation. Donc, si je suis sur l'axe X, je l'ai appelé X, mais si j'ai sur un autre axe, ça sera appelé en fonction de la direction où je l'ai. Mais de façon générale, c'est moins K hectare. La longueur du matériau à un instant T, moins sa longueur naturelle. Sa longueur naturelle avant déformation. Voilà, et ça c'est la direction de la formation. Donc moins, voilà. Alors, ici, donc si j'applique la somme des forces égale à M accélération, si j'applique la somme, donc j'ai les deux forces, réaction et poids, qui vont s'annuler. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste que la force de rappel, normale. Je l'ai perturbé au départ, je l'ai lâché. Donc, qu'est-ce qui reste comme force? Il reste la force de ressort. La force de ressort, elle est inversement proportionnelle à la position. Donc, si la position diminue, eh ben, la force de rappel augmente. Donc, il va pousser. Si la position de la masse augmente, la force de rappel va être négative, il va tirer. Donc, ici, comme ça que l'oscillation s'entretient. Donc voilà l'équation qu'on obtient, celle-là, là. Ça c'est la somme des forces égale M accélération. La seule force qui agit pendant le mouvement, c'est moins Kx. Et ça c'est M l'accélération. Je vous rappelle que la dérivée par rapport au temps, on la note par point. dx sur dt, c'est x point. d2x sur dt2, sur dt2, c'est l'accélération. Voilà, x de point, c'est d et qui est égal à... Voilà. Maintenant, rien que ça c'est une équation, si je la regarde bien, c'est une équation différentielle par rapport au temps. C'est une équation différentielle par rapport à la variable x. Si je divise par k et puis j'arrange les termes, j'obtiens, je l'écris dans l'ordre, dérivée seconde puis x, sans dérivée. Donc x de point plus k sur m, x égale à 0. Voilà, rien de spécial, c'est une équation différentielle. De toute façon, donc nous d'habitude on n'avait pas l'habitude d'écrire des équations différentielles comme vous avez fait en première année. Pourquoi? Parce que vous avez eu toujours des forces constantes, ou inclinées, etc. Mais là, c'est une force qui dépend de x. C'est pour ça qu'on obtient une équation différentielle. Donc ça, il faut la résoudre. Alors, il faut la résoudre, mais on ne va pas la résoudre tout de suite. Là, c'est juste pour voir... Ici, c'est juste qu'il faut remarquer que la constante, elle est K sur M, qu'elle a les dimensions d'une fréquence au carré. K sur M.
K sur M. Les dimensions, c'est quoi? Les dimensions, regardez K à partir de la force de la relation de Hooke. La dimension de K, c'est quoi? Ça, c'est des newtons. Et ça, c'est des mètres. Donc, K, finalement, c'est quoi? C'est des newtons divisé par mètre. Divisé par mètre. Alors, ça, c'est quoi? C'est K. Et M, c'est des kilogrammes. M, c'est des kilogrammes. Voilà. Et Newton, c'est quoi, Newton? Newton, c'est kilogramme par mètre carré. C'est kilogramme fois mètre par seconde carré. Kilogramme, kilogramme. Newton, c'est quoi? La force. Newton, c'est égal à, par exemple, poids, mg. mg, c'est une force, c'est un newton. Donc, c'est kilogramme fois mètre par seconde carré. Donc, je remplace le newton par kilogramme fois mètre par seconde carré fois un mètre qui est là fois le gramme. Voilà. Je simplifie un kilogramme. Kilogramme, qu'est-ce que vous remarquez? La dimension de K sur 1, la dimension de K sur 1, c'est une seconde carré. Une seconde carré. Une seconde. Monsieur, Oui. Oui, bien sûr. كاين مازال ما اكسبتيتهمش دو روتار. ماهيش نشوف انا كان يدير طن واحد كاين واحد كنت نسمع دي بيب دونك اوكي جو retourne. فهمنا هذه لا ديموسيون دو كا سور ان سي دي فريكونس كاري. Fréquence, ça veut dire quoi fréquence? On a défini là les définitions. C'est fréquence, c'est 1 sur seconde. Fréquence, c'est 1 sur seconde. C'est des hertz. Un hertz est égal à 1 seconde moins 1. 1 seconde moins 1. Ok. Un hertz. Donc ça, c'est la fréquence d'une fréquence au carré. Puisque 1 sur 1, c'est l'inverse de période. Donc c'est la fréquence. Donc au carré, ça fait fréquence au carré. Nous, on n'utilise pas la fréquence de l'électron, on utilise un paramètre proportionnel qui s'appelle oméga 0. Oméga 0, c'est là, est égal à 2 pi f0, si on veut. Donc, oméga 0, c'est la pulsation. C'est la pulsation avec laquelle ce système aussi. Alors, on avait vu qu'il aussi, de toute façon. Ouais, on avait vu qu'il aussi. On avait vu que le système aussi, de toute façon. Donc cette fréquence, c'est une fréquence quoi? C'est la fréquence avec laquelle le système aussi. On peut le déduire. Je peux le calculer si j'ai une masse. Et si j'ai je peux calculer la fréquence et je trouve expérimentalement que c'est ça. Mais nous, on va le démontrer de toute façon dans le chapitre d'après, dans la séance d'après, on va démontrer que la solution de cette équation différentielle est bien égale à une fonction sinusoïde. Donc, ce que je retiens, ce que j'insiste... لوجيسيال كيماش واحد يريجستري واحد دونك سي اوكي طبق احبس اوكي donc une sinusoïde c'est ça ce qu'on appelle amplitude c'est le coefficient là de sinus. Le coefficient c'est l'amplitude c'est cette donc ça c'est l'axe des temps.
Et ça, c'est x. X, vraiment une distance. Donc, amplitude, c'est quoi? C'est l'amplitude, c'est la distance maximale que fait la masse ici dans notre cas. Donc, ça, c'est l'amplitude. Ça, c'est A. A, il est là, je peux déduire de là, etc. Oméga, est-ce que je peux déduire oméga à partir de graphe? Si, je mesure la période. Je peux la mesurer la période. Après, il va se répéter, non? La période périodique. Donc, la période, c'est ça. Ou la distance entre deux maxima. Donc, il faut bien voir ça tout de suite pour ne pas revenir après. Parce qu'en TP après, vous allez faire ça. Vous allez mesurer entre deux maxima. Pourquoi? Parce que les deux maxima, au moins, ils apparaissent facilement. Ici, c'est difficile d'aller chercher. Puis, il faut caler bien le graphe par rapport à 0, etc. Alors que là, j'ai pas besoin. Il suffit que je regarde deux maxima de suite. La distance entre eux, c'est la période. Donc, il faut bien voir ça. Je me poser la question après. Donc, la période, c'est ça. De toute façon, je peux définir partout. Ça, les points qui sont apparents, les baïlines ou ça, la mesure ou la minima ou la maximum. Très bien. Donc, si je mesure la période T, ben, je peux calculer le oméga 0. Oméga 0, c'est oméga 0, j'ai oublié. C'est oméga 0. Ce système-là, aussi avec oméga 0. Je ne peux pas trouver autre chose. Tu ne peux pas trouver autre chose. C'est oméga 0, ce système. Là, j'ai oublié le oméga 0. OK? Allez, très bien. Est-ce que tout est cool? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Très bien. Très bien. Donc, on passe à la suite. On passe à la suite. Bon. Donc c'est fait exprès que je présente les choses facilement. Maintenant, si vous trouvez que c'est simple, c'est pas bon. Maintenant, si vous trouvez que il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous posez la question, c'est le moment. La vidéo, elle va être accessible aux autres. Donc, c'est bien de poser des questions. Voilà. Alors, on va essayer d'introduire ici la méthode de Lagrange pour le même système que tout à l'heure, masse ressort. Juste pour voir que c'est deux méthodes différentes, c'est tout. Donc la méthode de Lagrange, comme je l'ai spécifié ici, n'est pas une nouvelle théorie, etc. C'est pour ça que moi je préfère le mot méthode. Donc on dit mécanique analytique, on dit mécanique formalisme de Lagrange, c'est l'ensemble de formules. On dit la méthode de Lagrange. Moi je préfère la méthode de Lagrange. C'est une méthode. Donc c'est une déduction de la méthode de Newton. Ça veut dire qu'on peut obtenir tout ça à partir de la théorie de Newton. C'est que cette méthode, elle est efficace dans certains cas, notamment pour le traitement des degrés de liberté supérieurs à 2, supérieurs ou égal à 2.
Voilà. Donc, dans ce cours, c'est une pierre deux coups. Donc, on apprend les vibrations et on apprend aussi la méthode de Lagrange. On les résoudre. Et donc, هذه il faut ناخذ واحد كي يجي الاخر سي با لا بين باسكو انا صا جام كان يجي روطار هاو كاين الفيديو سينو غتصبحنا. Alors, la méthode de Lagrange s'appuie sur quoi? Je ne rentre pas dans les détails, je ne vais pas vous démontrer parce que c'est pas très intéressant pour vous d'ailleurs, comment l'équation de Lagrange s'obtient à partir de la loi de Newton. Donc ici, on va présenter seulement l'utilisation de cette méthode. D'abord, avant de parler de l'utilisation de la méthode, d'abord présenter certains concepts fondamentaux pour cette méthode. La notion de base, pour cette méthode, c'est la variable généralisée. Donc Lagrange définit des variables généralisées. Étant la définition des variables de coordonnées qu'on a l'habitude. C'est x, y, z. Il y a une extension à ces variables. Donc, dans la méthode de Lagrange, on peut utiliser n'importe quelle variable qui nous semble adéquate, qui nous semble adaptée à décrire le système. Donc, il y a une condition, bien sûr, que les variables qu'on utilise soient indépendantes. Il ne faut pas qu'elles soient reliées par une constante, parce que là, c'est une seule variable. Donc, les variables que j'utilise sont indépendantes les unes les autres. Et là, j'ai le droit d'utiliser n'importe quelle variable. Puis après, je cherche les énergies cinétiques potentielles en fonction de mes variables. Et puis après, l'équation de Lagrange sera écrite en fonction de mes variables. Et je trouve mes variables en fonction du temps. Voilà. Donc maintenant, si la variable généralisée est la même que la coordonnée, tant mieux, ça marche aussi. C'est-à-dire ça marche pour les variables de repère autonome, mais pour les variables d'espace cartésien et aussi pour n'importe quelle autre variable. Ok. Et ici, j'ai présenté un petit exemple pour illustrer ce que je dis. Si par exemple on a un mouvement, le masse ressort sur un plan incliné, donc ici, si on fait classiquement, qu'est-ce qu'on fait? On fait la projection sur l'axe X, sur l'axe Y, de la force ici et de la force ici. On trouve deux équations, une pour Y et une pour X. Voilà, donc par exemple, par la méthode de Lagrange, elle nous permet de définir un axe qui est selon le mouvement, et que cet axe, je l'appelle X, et voilà, mon système, il y a un degré de liberté, un degré de liberté, parce que cette variable-là suffit pour décrire le système. Donc là, je l'ai appelé X comme l'axe X ici, mais c'est pas pareil, hein, cet axe, je peux l'appeler S, je peux l'appeler Z, je peux l'appeler ce que je veux, mais bon, je l'ai appelé X. Mais cet axe-là n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est une coordonnée généralisée. Vous voyez, c'est oblique. Ça n'a rien à voir avec... Ok, donc mon équation, j'exprime tout en fonction de cet axe. Et puis aussi, je vais écrire l'équation de Lagrange en fonction de cette coordonnée. Et voilà, j'aurai la solution x de t. Vous voyez, donc le résultat à la fin que j'obtiens, je vais obtenir ma coordonnée en fonction de t. Ce n'est pas d'autre que... Maintenant, si je veux la composante x, la composante, je vais décomposer x de t, etc. Donc c'est le choix de cette variable généralisée au départ, il est déterminant. Il faut savoir ce qu'on fait. Moi, si j'obtiens x de t, moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'autre chose. X de t. Ok. Donc ça, c'est une variable généralisée. J'aurais pu quoi? J'aurais pu... bon, ici, on n'a pas beaucoup de choix. Ici, la position d'équilibre, je prends comme origine. C'est un axe, c'est un mouvement sur un seul axe. Mais vous allez voir dans d'autres exemples qu'on peut utiliser, qu'on a un choix en fait. Qu'on a un choix de prendre une ou l'autre variable. Alors, le degré de liberté, tout le monde me pose la question là-dessus, etc. C'est une notion importante.
Mais ça, ça va pas, c'est pas aussi important que ça pour nous. Parce que nous, on va utiliser que deux systèmes, 1 degré et 2 degrés. Donc, le degré de liberté s'exprime la liberté d'un système qui est là pour se mouvoir. Il se calcule, on peut le calculer. Il faut connaître les coordonnées de notre système. Donc si on a une seule masse, les coordonnées dans le repère orthonormé c'est 3. Si on a deux masses, ça fait 6. Si on a 3, ça fait 9. Si on a n, ça fait 3n. Donc ça, c'est toujours comme ça. Maintenant, le nombre de liaisons, il faut regarder le nombre de liaisons. Le nombre de liaisons sont liées, sont les contraintes qui sont imposées à notre système. Comme celui-là, par exemple. C'est quoi les contraintes? Les contraintes géométriques, bien sûr. C'est quoi les contraintes? C'est que ce mouvement se passe dans un plan. C'est clair, parce que vous voyez, c'est un axe. Il se passe sur un plan. Il se passe sur une ligne droite. Donc il y a une relation. Donc il y a une relation entre x et y. Je peux la déduire ici. Il y a une relation entre x et y, c'est clair. Donc c'est deux contraintes. Donc la première contrainte, c'est que le mouvement il est dans le plan. La deuxième contrainte, c'est que le mouvement, c'est qu'il y a une relation entre x et y. C'est-à-dire, je ne suis pas dans le plan. Cette masse ne peut pas aller n'importe où dans le plan. Elle n'est que sur la ligne. Donc il y a deux contraintes. Donc, le degré de liberté est égal à quoi? Est égal au nombre de coordonnées, c'est 3, on a dit, il y a une seule masse, 3. Moins les contraintes, on a dit, il y en a 2. Moins 2 est égal à 1. Donc ça, c'est un système à 1 degré de liberté. Alors, ça veut dire quoi, 1 degré de liberté aussi? C'est quoi la conséquence? Le nombre de degrés de liberté, il est égal au nombre de variables généralisées qu'on doit utiliser pour décrire notre système. Ou alors c'est l'inverse. Le nombre de degrés, c'est pareil. Le nombre de degrés de liberté que je dois utiliser pour n'importe quel système, il est égal au degré de liberté de ce système. Ça, c'est une variable. Ça veut dire une variable suffit pour décrire ce système. Comme on le voit ici, x, ici x de t, je connais l'état du système. Donc, il est égal au nombre de degrés de liberté qui est 1. Voilà, c'est tout. Maintenant, on verra d'autres systèmes où on a besoin de deux. Donc, dans les chapitres prochains, on verra des cas où on a besoin de plus d'une variable. Donc, ça, c'est des systèmes à plus d'un degré de liberté. Donc, 2. Non, on va voir celui de 2 seulement. Ok, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attarder là-dessus. Là, je trouve que la définition, c'est bien. Et ça se voit pour 1 et 2 degrés. Ça peut se comprendre facilement. Lorsqu'on a besoin d'une variable pour décrire le système, ça c'est un système à 1 degré. Lorsqu'on a besoin de plus de 2 variables pour décrire, c'est un système à 2 degrés. Voilà. Voilà. Alors, on va appliquer la méthode de Lagrange pour décrire le mouvement de ce système. Alors, l'énergie cinétique. La méthode de Lagrange s'appuie sur les étapes suivantes. Donc, la première des choses, quand je vois un système, je remarque, ou là je précise, ou là je dis c'est quoi la variable généralisée que je vais utiliser, comme je vous ai dit. Donc ici, je vois que par exemple, ça c'est indiqué en plus, cet axe-là, c'est x ici le plus adapté pour décrire le mouvement du système, il est selon le mouvement de mon ressort. Je dis que c'est x. Voilà, je connais ma variable généralisée. Je vais exprimer tout en fonction de x. L'énergie cinétique, ça sera x point, et l'énergie de ressort, ça sera x. La gravité, s'il y a lieu, aussi x. Là, il y a la gravité qui intervient. Mais bon, là, on ne va pas en tenir compte pour l'instant, etc. Ensuite, je calcule l'énergie cinétique, comme je viens de le dire, en fonction de l'énergie potentielle totale en fonction de x. Voilà, c'est un système libre, c'est tout. Si je connais l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, après j'ai eu l'équation différentielle, donc la Q est égale à x, donc voilà, et je résous. C'est ce que je vais faire, mais pour le système de tout à l'heure. Donc l'énergie cinétique, donc ici, la coordonnée généralisée, elle est égale à la coordonnée x habituelle. Ok, si je prends son origine, ça veut dire qu'il y a
si je mets un repère ici à la position d'équilibre, alors c'est vraiment le repère qu'on a l'habitude, le repère cartésien, x c'est le nombre x, parce que c'est horizontal ici, mais on aurait pu le prendre comme vertical. Ok. Donc l'énergie cinétique est égale 1 demi de mx pour le carré, l'énergie potentielle 1 demi de kx au carré. Voilà, le Lagrangien, c'est une fonction qu'on introduit, qui est égale à quoi? Est égale à l'énergie, c'est la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Faites attention, c'est pas la somme c'est l'énergie totale. Donc ça c'est une fonction. Pour le sens physique, pour l'instant, les physiciens, il y a un sens physique à ça, mais elle en elle-même, elle n'a pas de sens. Mais l'intégrale de L dt, ça s'appelle le principe de mode réaction. Mais c'est pas important d'en parler. En fait, c'est une fonction intermédiaire que Lagrange utilise pour établir l'équation de mouvement. L est égale à la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et puis après, il y a tout de suite l'équation de Lagrange qui s'applique sur cette fonction de Lagrange. Donc, fonction de Lagrange et équation de Lagrange. L'équation de Lagrange, c'est une équation, c'est une loi, si vous voulez. Celle-là, elle est déduite de la loi de Newton. La somme de force égale m accélération. J'applique cette équation différentielle sur n et j'obtiens l'équation de mouvement. Comme le premier terme, dl, je l'ai détaillé, j'ai fait les calculs en détail. D'abord, ici, je fais quoi? Je calcule dérivée de L par rapport à x point. Donc, dérivée partielle, vous avez vu. Hein? Je ne reviens pas là-dessus. dl sur dx point, je dérive partiellement L par rapport à x point. Ça fait quoi? Ça fait mx point. Je dérive mx point de nouveau par rapport à t. M, c'est une constante, je la mets de côté. Donc, je dérive x point par rapport à t, ça fait quoi? Ça fait l'accélération. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dx point sur dt, ça fait quoi? Ça fait x2 points. Ça fait d2x sur dt2, ça fait x. Je mets 2 points. Chaque fois que je dérive par rapport à t, je rajoute un point. Voilà. Donc, le premier terme, est égal à mx2 points. Moins le terme dl sur dx, dl sur dx, l dx. Je dérive partiellement par rapport à x, donc ça c'est considéré comme constante. Moins 1 demi-k c'est une constante, x2 par rapport à x, c'est 2x, 2 مع 2 راحت واش بقات moins kx. dl sur dx est égal à moins kx. Donc le terme mx2 point moins dl sur dt moins kx. Donc ça fait plus kx. Est égal à 0, et j'obtiens l'équation différentielle de tout à l'heure que j'ai obtenue en utilisant la méthode de Newton. Voilà, ça c'est juste pour vous dire pour vous montrer l'équivalence des deux systèmes pour ce petit oscillateur simple. Alors, pareil. Alors, pareil, donc voilà, si je trace, j'écris ça, donc oméga 0 intégration de k sur m. On a vu que la dimension de k sur m est une fréquence au carré, et une fréquence, c'est pareil qu'une pulsation au carré. La solution de ça, on peut la voir, elle est égale à a cos oméga 0 t plus phi. Ça, c'est l'écriture générale. Donc, vous retenez ça. Un système libre non amorti, sa solution, on va la démontrer par la notion d'amplitude. Pulsation propre est égale 2p sur t. Donc à partir de la période ici, je peux la calculer. Si j'ai le graphe de l'oscillation, ben, je peux obtenir la période. Et de la période, je peux calculer la pulsation. Le déphasage, ou la phase initiale, t plus oméga t plus phi. Oméga t plus phi, on l'appelle la phase. Et phi, ça s'appelle le déphasage. Déphasage, ça veut dire, si je trace, ça veut dire a cos oméga 0 t, bla le phi, si je trace avec une phi, avec quelque chose, ça va décaler un petit peu. Donc phi, c'est quoi? Il représente le déphasage
un décalage sur l'axe de temps. Donc on l'appelle le déphasage. Mais il n'influe pas sur l'amplitude. L'amplitude, il a même, avec un déphasage, c'est juste déplacé sur l'axe du temps. Quelque chose de mais je suis donc voilà. Est-ce que cette première partie, c'est bon? Allô? Vous êtes là? Oui, monsieur, on est là. Oui, monsieur. Eh ben, si vous faites pas, ما تهضرش انا نقول بالك كوبات ولا حاجه. Faites du bruit, parlez, posez des questions, oui. باش نعرف بلي راكو هنا. Ok. Bon, la première partie c'est facile à la كل حال. Donc maintenant on va introduire les énergies cinétiques. C'est juste de façon simple, après vous allez voir que tout est basé sur ça. Après on va compliquer petit à petit bien sûr. Pas trop, mais... Donc l'énergie cinétique c'est quoi? Vous avez vu que la méthode de Lagrange s'appuie sur le point essentiel, la définition de la fonction Lagrange. C'est quoi le point compliqué. Parce qu'après, c'est une équation qu'on vous donne. Bien sûr, il faut savoir l'équation qu'il faut appliquer. La première partie de l'équation est le même tout le temps. Après ce qu'on met en deux seconds membres, il dépend si vous avez un amortisseur, si vous avez une force, etc. Ça, la première partie à gauche, il est le même. dl, d sur dt, dl sur d. Donc il faut savoir dériver. Maintenant, le point difficile, c'est juste de définir la fonction de Lagrange qui est égale à l'énergie cinétique ou à l'énergie potentielle. L'énergie cinétique ou l'énergie potentielle, aussi ici, j'ai essayé vraiment de formaliser ça et de vous mettre d'organiser ça de façon à ce que ce soit, même la recherche de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, que ce soit automatique. Pour l'énergie cinétique, il y a deux situations. Donc tous les exemples que vous allez voir, il y a deux situations. La troisième, c'est une composition des deux. Donc, il y a une translation, il y a une rotation. Une translation, c'est quoi? Une translation, c'est un déplacement de tout le système. Est-ce qu'elle fait une rotation autour d'un point? Non, elle fait une translation. Une translation, en général, une variable d'espace qui permet de décrire une translation x, y, z, etc. On peut avoir aussi une rotation. Pour l'énergie, une masse en translation, son énergie cinétique, par définition, c'est égal à 1 demi de mv au carré. V, c'est quoi? C'est sa vitesse linéaire de déplacement. Maintenant, nous, V, il faut qu'on l'écrive. Il faut qu'on l'écrive en fonction de la variable généralisée et considérée pour le système. إلا كان حنا عندنا كما شفنا في l'exemple اللي ما قبل x, je vais exprimer v en fonction de x. إلا كان θ, مثلا dans un système où la variable généralisée est θ, il faut que j'exprime v en fonction de θ, etc. Donc pour la rotation, pour l'énergie cinétique de rotation, c'est 1 demi de j θ point au carré. Ainsi, une masse qui tourne par rapport à un axe, son énergie cinétique de rotation, c'est 1 demi de g θ point au carré. Et dans le cas, il y a des coupures, parce qu'il y a une rotation. Donc, dans le cas où il y a les deux, il y a translation et rotation, EC est égal à 1 demi de la translation du centre de masse plus la rotation par rapport au centre de masse. Donc 1 demi de Vg au carré plus 1 demi de Gθ point au carré. Un exemple de ça, c'est quoi? C'est c'est le disque. Comment je fais le disque? C'est le disque sur un
qui roule, la roue d'une voiture, la roue d'un vélo, etc. Tout ça, ça fait des déplacements et des rotations en même temps. Ok? Donc, si on prend la roue d'une voiture, eh ben, elle fait des rotations et des translations. Ben, VG, c'est la vitesse de translation. Hein? La voie VG, 20 km à l'heure, 60 km à l'heure. Ça, c'est la vitesse linéaire. C'est la même que la vitesse du centre de masse de la roue. Le centre de masse, avec le point milieu de la roue d'une voiture, il est collé à la voiture. Lui, il a un mouvement horizontal. Le point de centre. Tous les points de la roue tournent en plus. Le point du centre, il fait que translation. Donc la vitesse avec le point, c'est la vitesse de la voiture. C'est 20 km à l'heure, etc. Donc ça, c'est la vitesse. Maintenant, après, si tu veux la rotation, ah ben, tu auras la roue, les points de la roue Hadouk, tous les points de la roue, hormis le centre, ah ben, ils font une rotation. Tous les autres points font une rotation en plus. Donc, avec la translation du centre de masse plus la rotation de la roue autour du centre de masse. هكذا il faut faire comme ça. Donc هنا شفنا عندنا 3 cas. Premier cas, translation هايلي, rotation 1 demi de G θ point au carré. Dès que tu vois quelque chose qui fait une rotation, عندك 1 demi de G θ point au carré. Maintenant, il peut y avoir rotation pure, translation pure et rotation et translation. Je vais vous كاين في la page على كل حال une animation pour ça, mais je vais la republier tout à l'heure. Voilà. Et voilà, juste une remarque, il faut suivre واش راني ندير في الاخر. Si je ne sais pas pour vous embêter, بصح انا c'est pour votre bien, ماهيش الاخر. انا c'est-à-dire انا je cherche pas à être célèbre ولا حاجه ولا باش ما عندي ما نربح والو انا في الفيسبوك. انا جو لا باس سي بور فو. دونك انا كي ما يشوفوهاش الناس نزعف. انا نحب كي نتعبوا على حاجه ولا بغا لافيشي ان شيما ولا ان فيديو. J'aimerais que les gens regardent. Et ça fait mal باش تتعب وتطفيشي لهم وبعدو نهار يجي يبوزيو لك لا كيستيون على هذاك واش درت. جو سي كو دي فوا سي امبيطون تكون تخدم حاجه ويصوني لك يقول لك مي بصح ابري يكون عندك ان مومون. شوفوهم دائما هذوك سكون في لي بوبليكاسيون سور ça vous aide. Et si tu connais tu fais passer وخلاص. Maintenant, le calcul de l'énergie potentielle, aussi, il y a 2 contributions. Il y a l'élastique et la gravitation. L'élastique et la gravitation. L'élastique, donc j'ai intégré le travail que le ressort fournit lorsque donc E est égal, lorsque le déforme. Donc E est égal KX dx égale 1 demi K. On intègre facilement, on trouve cette relation 1 demi de KX au carré. Donc X c'est quoi? C'est la déformation de ressort, l'augmentation ou la diminution. C'est pas la longueur totale, c'est l'augmentation ou la augmentation. Ok. L'énergie de gravitation, هذه دائما نهضروا عليها بزاف etc. mais بصح هي والله لا سهله مهله. انا j'ai simplifié. Aussi, هذا lorsqu'on lève une masse, par exemple, à une hauteur S, à une hauteur H, une hauteur H, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui fournit un travail. Donc, ce travail, il est où? Ce travail, il est parti où? Le travail qu'on a fourni pour lever une masse, ce travail, il n'est pas perdu. Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée. On lève une masse, donc on fournit un effort pour lui communiquer une hauteur. Donc, ce travail, il va être emmagasiné dans la masse sous forme d'énergie potentielle de gravitation. C'est une énergie potentielle, elle n'est pas manifestée, mais elle est emmagasinée. Si tu lâches la masse par exemple, elle va tomber, elle va se transformer, l'énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Donc c'est ça ce que je calcule ici, est égal au travail de la force du point, c'est-à-dire mg dy. J'ai défini la variable dirigée vers le haut, l'ordonnée y, et je trouve que c'est égal à mgy plus une constante. Bien sûr, ici aussi plus une constante. L'énergie potentielle n'a pas de valeur absolue. On ne peut pas la calculer
absolue. De façon absolue. Il y a toujours ces parts différence. Il faut toujours par rapport à une origine. Par rapport à une origine, et cette origine, elle est arbitraire, c'est conventionnel. C'est, comme par exemple pour l'électricité, on dit convention, la masse, etc. Mais pour l'énergie de gravitation, les gens ne peuvent pas se mettre d'accord sur un truc. Tu dis, c'est le sol, oui, mais le sol n'est pas le même ici, à Alger, en France, en Allemagne. Donc, le zéro hadak, c'est hypothétique. On le prend égal à... ici, pas important, tu le prends au niveau de ton expérience, au niveau zéro de ton expérience. Tu prends le zéro hadak comme tu veux. Ok. Et puis après, tu calcules la hauteur par rapport à ton origine et tu fais tes calculs par rapport à ton origine et ça sera pareil. Et on va voir qu'est-ce qui fait la différence entre une énergie calculée par rapport à une origine et une énergie calculée par rapport à une autre origine. La différence, c'est toujours une constante qui sera pas importante pour le mouvement, pour le... Voilà. Donc, EG est égal à MGY plus constante. Cette MGY, donc si je dis au sol, je prends conventionnellement au sol, l'énergie potentielle de gravitation est égale à 0, au sol, ah ben dans ce cas-là, c'est égal à 0. Donc EG est égal à MGY, ça c'est l'expression par rapport au sol. Y c'est quoi? C'est l'irtifa par rapport au sol. Ça veut dire que si Y descend en dessous du sol, eh ben ça sera négatif. Y c'est l'irtifa, c'est une valeur algébrique. H, lorsque je dis H, c'est une distance. H, c'est une distance. Y, c'est une ordonnée. Y peut être positif, négatif. H, c'est une distance. C'est la distance entre la masse et l'origine. Et si tu regardes, donc l'ordonnée, tu ne peux pas la changer. L'ordonnée Y, elle a une direction vers le haut, positif, vers le bas, négatif. Sauf si on précise le contraire. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est elle est comme ça. Donc, si tu es au-dessus de 0, ben, Y est égal à H. Si tu es en dessous, Y est égal à moins H. Etc. Alors, c'est quoi? Elle est où la masse? Voilà. Bien, on va avancer. Donc c'est comme ça, il a qu'à l'âme de l'ouest, on va faire des exemples. Donc ici, allô, vous êtes là toujours? Oui, monsieur. Ah, d'accord. Oui, monsieur. C'est bon, راه كلير شويه الهضره والاخر تسمعوا راكم تفهموا. Oui. D'accord. Non, c'est pas, normalement, c'est pas compliqué, هاد الحوايج هادو. لحد الآن, vous avez remarqué que j'ai pas encore fait d'exemple ni rien du tout. Je veux vous introduire les notions de base de façon simple. Après, on va traiter les exemples. Et dans les exemples, on va voir tous les cas qui peuvent se présenter. Ou là. Ok. Alors, pour un système, donc ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est les systèmes libres 1 degré. Mais on a pris le cas où il m'a caché l'amortisseur. Le cas le plus général, oui, qu'il y a un amortissement. Vous êtes d'accord? Donc, lorsqu'il y a un amortisseur, le traitement,
Le traitement, il est comment? Il est semblable. Hein, on va calculer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, ça c'est toujours, ça c'est pas, ça change pas. L'énergie cinétique est toujours la même, l'énergie potentielle est toujours la même. On a introduit un amortisseur. Donc maintenant, on a un nouveau concept qui va s'introduire, c'est une dissipation. L'amortisseur, il va causer quoi? Il va causer une dissipation de l'énergie. فقدان للطاقة. Il y aura, s'il n'y a pas l'amortisseur, on avait vu que le mouvement ne s'arrête pas. Maintenant, lorsqu'on a un amortisseur, eh ben, le système HADA, il va s'arrêter de toute façon. Parce qu'il y a un amortisseur. L'amortisseur, il va faire perdre de l'énergie à cet oscillateur. L'énergie va être perdue à chaque période, jusqu'à finir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie. Enfin, à chaque période. S'il y a une période, je ne sais pas comment, il peut s'arrêter. On va voir qu'il y a des cas. Il peut ne pas osciller ce système. On va voir en fait que ce système n'oscille pas toujours. Il peut osciller, mais il peut ne pas osciller. Ce qu'on sait, c'est sûr, c'est qu'il va s'arrêter, comme je viens de vous l'expliquer, parce qu'il y a une perte d'énergie. Parce qu'il y a une perte d'énergie. Alors, cet amortisseur, il y a une constante, il est caractérisé par une paramètre aussi, comme le ressort, comme la masse, comme tout. Hein. La masse est caractérisée par M, le ressort est caractérisé par K, la constante de Rieder, et l'amortisseur est caractérisé par la constante alpha, qui s'appelle la constante d'amortissement. La constante d'amortissement. Elle a les dimensions c'est une constante. Donc, si on veut la dimension, la force est égale à alpha V, elle est proportionnelle. La force de frottement appliquée par cet amortisseur est égale à alpha V, proportionnelle à la vitesse, moins alpha V aussi, parce qu'elle est opposée au moment aussi. Donc, la force appliquée par l'amortisseur est égale à moins alpha V. Moins alpha V. Donc on a notre alpha moins alpha V. Là كان هنا شفنا on a ok. Donc, alors l'amortisseur, il faut faire attention parce que les gens ils prennent la fin toujours ils prennent. Donc c'est par définition la fonction de dissipation 1 demi de alpha V au carré. 1 demi de alpha V au carré. 1 demi de alpha V au carré. La vitesse c'est quoi? C'est la vitesse linéaire de l'amortisseur. D, c'est quoi? C'est la fonction de dissipation. C'est une énergie dissipée. D, elle a les dimensions d'une puissance. Est égale à P sur 2. Donc, regardez, A alpha fois V au carré. Alpha fois V au carré. Ça, c'est comme en électricité. V, c'est le courant. Et alpha, l'équivalent électrique, on va voir ça après, c'est la résistance. Donc, RI au carré. RI au carré, c'est une puissance. Donc, c'est pareil. La fonction de dissipation, elle a les dimensions d'une puissance. On appelle la fonction de dissipation parce qu'elle varie en fonction de x et de x point. Donc, c'est une fonction qui varie à chaque période en fonction du temps. Donc, comment elle intervient, cette fonction, dans l'équation de Lagrange? C'est de cette façon. Voilà. La même partie que tout à l'heure, moins, on rajoute ce terme, moins partiel de cette fonction de dissipation par rapport à x point, par rapport à la vitesse. D dépend de la vitesse. Dans le cas général, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Lorsque l'amortisseur est perturbé des deux côtés, la fonction de dissipation, c'est la vitesse relative. Mais lorsqu'il est fixé d'un côté, il y a un seul bras qui travaille, donc c'est la vitesse de ce bras-là qui va intervenir ici. Donc comme dans ce cas-là, donc à chaque fois
que la masse varie, eh ben, la fonction de dissipation varie. Parce elle est connectée à la masse. L'amortisseur est connecté à la masse. Donc la vitesse d'amortissement, ce sera la vitesse de la masse. Donc toujours pour calculer, il faut voir le point de l'amortisseur, où est-ce qu'il est connecté. Le point où il est connecté, il faut chercher sa vitesse. Linéaire, par définition. Donc l'écriture هذه بتاع F est égal moins pardon, D est égal 1 demi de alpha θ point au carré, هذه ما كش منها يكتبوها الجماعة ما كش منها. Donc c'est toujours la vitesse linéaire. Lorsque c'est une rotation, c'est quoi? يكون عندك هكا، يكون عندك هكا amortisseur هكا alpha. Donc la vitesse linéaire de quand le disque il fait des rotations, ok. Mais la vitesse linéaire, c'est le point de connexion. Donc la vitesse linéaire, il faut chercher. تقول ليش بلي 1 demi de alpha θ point au carré تاع le disque. Non, il faut chercher la vitesse linéaire où est connecté l'amortisseur. Donc la vitesse linéaire est égale à quoi? Est égale à r θ point. On a vu que dans un cercle, la vitesse linéaire c'est toujours r fois la vitesse angulaire. Donc la vitesse linéaire de ce point, c'est la vitesse linéaire de l'amortissement. Voilà, donc ici c'est faux, il faut mettre 1 demi de alpha r θ point au carré. هذا هو. Alors, juste ça, voilà, la fonction de Lagrange, elle est toujours la même parce que j'ai rien modifié, c'est le même ressort, la même masse. Voilà, elle est égale à 1 demi de mx point au carré, moins 1 demi de kx au carré. J'introduis ce nouveau terme. Je sais comment calculer ça, je l'ai fait tout à l'heure, c'est mx 2 points plus kx. Maintenant, ce terme-là, qui est le second membre, d de d sur dx point, d warahi, d haylik. Donc je dérive ça par rapport à x point, c'est une constante, donc ça fait 2x point, de alpha x point. Donc ici il y a un moins alpha x point dans le second mot, qui est maintenant plus alpha x point. Hein, j'obtiens une équation différentielle qui est maintenant ambiguë, mais cette fois-ci j'ai un terme pour la dérivée d'ordre 1. Donc x2 point plus alpha sur m x point plus k sur m x égale à 0. En général, on divise par 1. On divise par 1. On divise par 1 parce que on veut la rendre la plus générale possible. Donc x2 point plus le terme alpha sur m, je l'appelle de delta, ou je l'appelle oméga 0 k. On l'a appelé déjà oméga 0 k. C'est le nouveau terme alpha sur de delta. On peut l'appeler autrement. Hein. D'ailleurs, les livres anglais, je crois, ou américains, etc., alpha sur 1, on l'appelle gamma. كل واحد واش يسميه. وحنا السيستم فرونسي تبغى كتابات تاع فرنسا يسموها دو دلتا. بو هذا عندها لا فاسيليتي كو ليكريتور من بعد تجي ساهله. C'est-à-dire la simplification des écritures tout à l'heure. Delta, on va le retrouver dans les exponentiels, etc. Donc c'est mieux que de dire gamma sur 2, etc. On dit delta, moins delta t. Voilà. Donc avec delta est égal à alpha sur 2m. Alpha, donc c'est normal. Est égal à 2 delta. Donc delta est égal à alpha sur 2m. Et oméga 0 est égal à racine de k sur 1. Vous remarquez que cette équation est générale. Vous voyez, ça c'est un paramètre, ça c'est un paramètre. Donc n'importe quel système qui aura une équation différentielle de second temps peut s'écrire sous cette forme. Donc on l'écrit sous cette forme et voilà. Alors à la même forme que ça. Donc si je résous cette équation différentielle une fois pour toutes, je résous l'équation différentielle de tous les systèmes. Hein, puisqu'ils auront tous une forme, la même équation différentielle, la même forme. Qu'est-ce qui change d'un système à l'autre? C'est l'expression de delta et de oméga 0. Donc, oméga 0 delta. Donc, si je résous cette équation différentielle, je résoudrai
tous les systèmes. C'est ce qu'on va faire dans la partie qui après. C'est ce qu'on va faire dans la partie head. Alors, mathématiquement, pour résoudre cette équation différentielle, il faut chercher l'équation. Il est surpris à la dernière minute. Il m'a coupé le truc. Aïe, 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 aïe. Ça va, est-ce que c'est bon? Wish. C'est retard. Pardon? Retard. Voilà, oui. الدنيا كيفاش كل حاجه دوكا ما تمشيش كل حاجه هنا رانا نشوفوا كلش ياك voilà. Oui. Voilà. Alors, pour trouver l'équation, la solution de cette équation différentielle, on cherche l'équation caractéristique. Je ne veux pas vous compliquer la vie. Les maths, etc. Ils peuvent aller voir le détail. Mais ça revient à ça. C'est dans la méthode mathématique. Il y a un théorème qui dit que c'est ça, quoi. Qu'il faut chercher les solutions particulières. Pour les chercher, on est amené à passer par cette équation différentielle. C'est juste une simplification de la manière. Ok, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Mais l'équation différentielle, pour résoudre l'équation différentielle, on est amené à résoudre l'équation caractéristique correspondante. Au lieu de résoudre l'équation, résoudre une équation algébrique. Qu'est-ce que je fais? Je transforme l'ordre de dérivée en ordre de puissance. Et je modifie je mets une autre variable, R, mettons, R, une variable algébrique, R carré, pour x de point, x point c'est R, et x, il n'y a pas de dérivée, c'est puissance 0, donc c'est 1. Voilà. Donc R carré plus 2 delta R plus oméga 0 carré 0. Et ça, c'est une équation de second degré que je peux résoudre facilement. D'abord, moi, je vais vous faire une pause ici. Je reviens juste. Il est quoi C'est juste avant de faire les calculs. Moi, je préfère à chaque fois que كل مرة نقدر نشوفوا d'abord ça واش كاين. Parce que j'ai remarqué que les gens jusqu'à la fin ne comprennent pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, etc., etc. Oui, ils mélangent. Ils disent que système libre, non amorti, etc. Eh bien, si seulement qu'on l'a détaillé en deux parties. Système oscillation à 1 degré. Il y a des cas particuliers non amortis, il y a amortis. Mais si les deux sont libres, les deux sont à 1 degré. Donc, avec un système à 1 degré, comment il va? Tout est résumé ici. Un système libre à 1 degré. Un système libre, comment il va se comporter? S'il n'y a pas d'amortissement, 0. Je vais avoir une cosinus. C'est un nappe, c'est une expérience. Je vais avoir une cosinus oméga 0t si je calcule ici rien. Je vais avoir le K, etc. Si je calcule la période, je calcule la fréquence, je vais trouver la pulsation propre. Ça ne va pas changer. Tu fais comme ça, etc. La pulsation propre ne change pas. On l'a vu tout à l'heure. La pulsation propre, elle est fixe. Ne change que si je change
la rigueur de ressort ou la masse. Si je ne les change pas, rien ne change. Maintenant, lorsqu'il y a un amortisseur, qu'est-ce qui va se passer? Je mets un petit amortissement. Voilà, j'ai introduit un amortisseur. Bon. Qu'est-ce qui va arriver? Un amortisseur. Est-ce que c'est toujours le même cas? Qu'est-ce qui se passe lorsque j'augmente l'amortissement? Qu'est-ce qui se passe? Je vois que les oscillations diminuent. Bien. Et si je fais ça? C'est la réalité. رجعت للزيرو. Je mets un amortissement. لا نرجع للزيرو. نرجع تاني. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas d'oscillation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc un système libre amorti, c'est possible qu'il n'y ait pas d'amorti, qu'il n'y ait pas d'oscillation. Vous avez vu, il retourne tout doucement à sa position d'équilibre. Vous voyez, parce que dans ce cas-là, l'amortissement est fort. L'amortisseur est fort. Dans le cas où l'amortissement est faible, il y a une oscillation. Ça s'appelle la pseudo-oscillation. Donc quand l'amortissement est faible, il peut faire des oscillations. Quand l'amortissement est fort, il n'y a pas d'oscillation. Entre les deux, il y a sûrement un moment donné où je passe de l'un à l'autre. Donc c'est la phase critique. Et c'est ça ce qu'on appelle les régimes. Donc régime pseudo-périodique parce que vous voyez, si je montre la masse, juste l'oscillation du spectre. Voilà. Donc là, si je regarde, il y a une période. Je peux calculer la période. La période, elle est constante. C'est l'amplitude qui change. Donc c'est pas un mouvement périodique parfait. Donc c'est pour ça qu'on a pseudo-périodique. Le régime pseudo-périodique. Quand est-ce qu'il arrive? Lorsque l'amortissement est faible. Lorsque l'amortissement est critique, il faut une critique. Critique, c'est une valeur, c'est difficile, il faut la calculer. Donc je vais la... مازال شوية واحد يهبط على دوك. طب هذه هكا مثلا دو ولا حاجة. Voilà, هنا هذا critique. Voilà. Maintenant si je passe après, c'est le régime apériodique. Voilà. Donc ça c'est sans faire les calculs. Qu'est-ce que je remarque aussi? Je remarque que pour les trois régimes, la position descend vers 0. Descend vers 0 dans les trois régimes. Que ce soit pseudo-périodique, critique ou apériodique, je descends vers 0. Je veux retrouver tout ça mathématiquement. Voilà. Mathématiquement, on a dit pour résoudre cette équation différentielle, c'est elle qui gère le mouvement du système amorti. Alors, si delta est supérieur à 0, j'ai deux solutions algébriques. Si delta égale à 0, j'ai une solution double. Si delta inférieur à 0, j'ai deux solutions complexes. Dans le cas où delta supérieur à 0, juste, qu'est-ce qu'on avait fait lorsque... Ça veut dire quoi? Et il faut rappeler, delta, le petit delta, c'est quoi? C'est alpha sur 2R. Donc en fait, le delta, c'est la même chose que alpha. C'est l'amortisseur. Donc delta, il présente l'amortissement. Il représente l'amortissement. C'est la constante d'amortissement. C'est le coefficient d'amortissement. Ou là, le facteur d'amortissement.
le facteur d'amortissement. Le facteur d'amortissement, la constante d'amortissement. C'est la même chose. Delta, il est exprimé. Donc, quand delta est supérieur à oméga 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amortissement ici est fort. Parce que tout se calcule par rapport à oméga 0 ici. Ça, c'est les maths qui le disent. Donc, c'est la comparaison, c'est par rapport à oméga 0. C'est un qui détermine, qui dit est-ce que l'amortissement est fort ou la critique ou la. Voilà, donc quand delta est supérieur à oméga 0, là l'amortissement est fort. Et là, dans ce cas-là, je suis dans le régime apériodique. Donc là, la solution, elle est comme ça. La solution est comme ça. Si je trace cette fonction, si je la trace, eh ben, j'obtiens quelque chose comme ça. Parce que là, il faut remarquer que R1 et 2 sont les deux négatifs. Et vous me suivez là? Voilà. Il faut regarder, il faut remarquer que R1 et 2, les deux sont négatifs. Donc le premier, moins delta, moins racine tahada. Donc c'est négatif, c'est clair. Donc ça plus, moins delta, plus la racine. Il faut remarquer que la valeur absolue de ce qu'il y a sur la racine, la valeur absolue de la racine, est valeur absolue inférieure à delta. Parce que c'est delta carré moins quelque chose. Moins quelque chose, plus tu prends la racine. Ça sera inférieur à delta. Donc ça c'est négatif, ça c'est positif. Plus racine haja, moins que delta. Donc ça sera négatif le résultat. Donc là c'est négatif, c'est négatif. Les deux solutions sont négatives. Donc du coup, exponentielle moins négatif t plus C2 exponentielle moins haja négatif t. Donc les deux, il va avoir, les deux descendent. Quoique le R1 il est grand, le R2 il est plus petit parce que c'est la différence des deux. Donc هذا يهبط tout doucement. هذا يهبط fort شوية, هذا يهبط doucement. C'est pour ça que le régime périodique il ne descend pas facilement à zéro, il descend tout doucement. Ok, c'est clair. Donc le premier régime, ça s'appelle apériodique. Je l'obtiens quand l'amortissement est fort, quand il est supérieur à oméga 0. Voilà la solution. X de t constante, exponentielle la première racine t, plus une autre constante. À chaque fois, vous avez deux constantes. Exponentielle R2, la deuxième racine t. Les deux racines R1, R2 sont négatives. Et puis C1 et C2, c'est quoi? C'est des constantes que je détermine par les conditions initiales. Alors, les conditions initiales sur la position et sur la vitesse. Sur la position et sur la vitesse. Donc maintenant, ça, je sais pas, ok. Donc juste déjà la suite avec. La suite du côté alors, pour la solution double, R1 égale R2 égale moins delta, x de t est égal à C1 plus C2 exponentielle moins delta t. Voilà. Donc ça c'est lorsque la racine est double, ah ben la solution est comme ça. Lorsque on a deux racines réelles, la solution est celle que je vous ai présentée avant, C1 exponentielle R1 t plus C2 exponentielle R2 t. في الحالة وين عندنا solution delta inférieur à oméga 0, في الحالة هذه عندنا deux solutions complètes. Alors pour le cas critique, delta égale oméga 0, donc c'est la solution, c'est celle. Vous voyez ici moins delta t. C'est pour ça qu'on a choisi delta est égal avec 2 delta égale, parce que ici si on avait choisi autre chose, on aurait un coefficient ici. Donc ça me facilite l'écriture, c'est tout.
la différence. Donc si tu traces cette fonction, si tu la traces en fonction du temps, tu vas trouver quelque chose comme ça, qu'on a trouvé par la simulation aussi. Donc ça, c'est le régime critique. C'est le passage. Vous avez vu que dans le premier cas, c'est l'amortissement supérieur à oméga 0. C'est un domaine. C'est un domaine. Il y a une infinité de cas possibles. Delta supérieur. Mais là, c'est une seule valeur. Delta égale oméga. Et là, c'est un domaine inférieur à oméga 0. Par contre, là, c'est une valeur qui vérifie ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça, le régime critique. C'est juste ça. Le régime critique, c'est le passage du régime pseudo-périodique au régime apériodique lorsqu'on varie la résistance, la résistance dans le cas électrique, lorsqu'on y a l'amortissement dans le cas mécanique. Voilà. Donc, je passe au cas où delta est inférieur à oméga 0. في الحالة هذه عندنا deux solutions complexes. C'est facile. هذاك delta تاع بيوش égal à delta carré moins oméga carré. Lorsqu'il est négatif, je mets le moins au facteur. نخرجو يخرج اي كاري يخرج اي. Donc انا عندي l'inverse oméga 0 carré moins delta carré. هاد la quantité هذه on l'appelle oméga A. Donc هاد les détails de calcul vous pouvez les vérifier facilement. عاودوا شوفوا في الكود ماشي صعيب. Donc في الحالة هذه dans le cas où on a deux solutions complexes, eh ben la solution est de cette façon. Et exponentielle moins delta t cos oméga a t plus. Donc ce que j'ai fait là, tout ça c'est les résultats des maths. C'est le résultat de la mathématique qui nous résout cette équation. Elle nous dit, pour trouver les solutions, il faut résoudre l'équation de caractéristiques. Lorsque deux solutions réelles, voilà la solution. Lorsqu'une solution double, voilà la solution. Lorsque les solutions sont complexes, voilà la solution. Cette solution, voilà, toujours, on a deux constantes à chaque fois. Et les constantes ici, c'est quoi? C'est ça. C'est R qu'on appelle l'amplitude. Et là, c'est phi. Donc ça, c'est une écriture, on préfère en physique écrire ça de cette forme. Vous avez vu, on l'a appelé A, on l'a appelé phi. On aurait pu dire C1, C2, deux constantes qui vont oublier. Ça, on appelle A et phi, c'est pour donner le sens physique à ça. Ça, c'est une amplitude, c'est la valeur de départ de X. Et ça, phi, c'est le déphasage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, si tu traces cette fonction comme ça, et écoutez-moi bien, si vous tracez cette fonction, allez, vous allez trouver une image comme ça. Allez. Donc, vous, à chaque fois que vous voyez une figure comme ça, vous pensez à cette expression. C'est clair. Donc, un des trois solutions, il faut que ça soit retenu, les jeunes. Il faut que parce que c'est l'outil avec lequel on travaille. Après, on va faire. Nous, à l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas refaire à chaque fois. On va trouver l'équation. On va trouver une équation. Dès l'énergie, c'est l'énergie potentielle. On dérive l'équation de Lagrange, on trouve une équation comme ça. On divise par 1, on trouve les quantités, et après on écrit l'équation de cette fois. Lorsqu'on arrive là, on ne va pas refaire l'équation de caractéristiques, parce qu'on l'a fait, et on l'a fait dans le cas général. Donc, on a fait le cas qui غادي نخدم واش راح ندير نلقى دلتا l'expression de delta تاعي l'expression de oméga 0 تاعي نحسبهم je les calcule oméga 0 et je calcule delta. Quand je trouve deux valeurs, je vais les comparer. Si delta est supérieur à oméga 0, je dis voilà ma solution. Ça, c'est un système qui n'oscille pas. C'est un système qui a la solution comme ça. C'est le régime apériodique. Maintenant, si je trouve que delta est égal à oméga 0, je dis c'est un système qui est au régime critique. Il est au régime critique. Il faut remarquer, c'est que c'est le régime le plus rapide pour revenir à zéro. Parce que juste après, on va commencer les oscillations. Vous voyez? Donc là, c'est le plus rapide. Après, c'est apériodique. Lorsque delta est inférieur à oméga 0, et si les valeurs que j'ai trouvées inférieures à oméga 0, je dis que la solution, elle est celle-là. Ça, c'est là, le régime pseudo-périodique. Ok? Donc, on ne va pas faire tout.
je trouve l'équation différentielle à partir de l'équation. Tout de suite, je calcule delta et oméga 0 et je connais la solution. Je connais la solution automatiquement. Une fois que je connais delta et oméga 0. Une fois que j'ai calculé delta et oméga 0, je connais la solution. Ah, c'est en comparant delta et oméga 0 que tout de suite je déduis la solution à partir de là. Donc il faut retenir toutes ces solutions et comprendre de quoi il s'agit. Bien. Maintenant, voilà. Maintenant, c'est le dernier cas qui a l'amortissement faible. Voilà l'expression de la solution. Donc, on est dans ce cas-là. Le cas qui nous intéresse parce que nous, on fait des vibrations. On ne fait pas à la fois, on fait des vibrations. Donc, ce cas-là, il est plus intéressant pour nous d'étudier l'oscillation dans ce cas. Alors, il y a un paramètre qu'on définit ici, un concept qui s'appelle le décriment logarithmique. Il caractérise quoi? Il caractérise la décroissance des oscillations. Ça veut dire, si on ne regarde pas le schéma, si on a un nouveau système, on nous donne la valeur de D, on sait à peu près, s'il décroît rapidement ou il décroît lentement, si les oscillations décroissent rapidement ou non. C'est ce qui va nous donner la qualité de cet amortissement, quelque sorte. Voilà. La définition théorique, c'est quoi? C'est 1 sur n, logarithme de x de t à un instant donné, divisé par l'amplitude à un instant plus tard. Donc ici on prend un nombre entier de périodes. Un instant de départ, et puis après je prends un nombre de périodes, puis après je prends l'amplitude après, l'amplitude ici, je divise l'amplitude sur x de t, si je prends t ici au départ. Donc moi je m'arrange pour prendre t au sommet pour calculer la période facilement. Donc t ici, donc x de t c'est ça, je calcule, je prends un nombre de périodes entier, 2, 3, 4, bon ici j'ai pas beaucoup d'oscillations, mais dans certains cas on a beaucoup d'oscillations. Donc je prends 1, je peux prendre 1, je peux prendre 2. Dans ce cas-là, je prends l'amplitude après 2 périodes. L'amplitude après 2 périodes. Voilà, j'ai l'amplitude à l'instant T et l'amplitude après 2 périodes. N égale à 2. Et voilà, j'applique la formule. Et je trouve le décriment logarithmique. Donc, à partir du graphe, je peux déduire la valeur du décriment logarithmique. Maintenant, si je m'intéresse, si je veux calculer l'expression tahara. Maintenant, si je prends l'expression théorique. Expression théorique. Voilà. هذا. Donc, هذه l'expression هذه x de t في الحالة هذه c'est quoi؟ هي هذا قلنا décriment logarithmique, il est valable uniquement dans le régime pseudo-périodique. Donc x de t dans le régime pseudo-périodique, il est égal à quoi? Il est égal à هذا. هي. Donc je vais, il suffit juste de remplacer هذا égal هذا نحط هذوك les expressions exponentielle delta t cos oméga t plus
sur x de t. Alors, a exponentielle. واش ندير هنا a exponentielle بلاس t واش ندير s'il vous plaît. Et Oui, monsieur. voilà, ici, j'applique x de t plus mt. Je fais quoi? Je fais quoi? T plus 1T. Hein? Je T plus remplace 1TA. t. Je remplace t par t plus nta. C'est ça x de t plus nta. x de ta il est. Oui. x de t plus nta. Je remplace t par t plus nta. ولا كيفاش؟ تبدلت الحالة، ما تبدلش من العام اللي فات لا. بلس ان تي ا هذا كاع راه في ليكسبونسيال فوا كوسينوس اوسي كوسينوس اوميغا ا تي. alors في التي هذيك واش ندير؟ ندير تي بلس ان تي ا بلس ان تي هذا الكل بلس في. Donc le cosinus est une fonction périodique. Le cosinus, après n période, un nombre entier de périodes, est toujours la même chose. Donc ce sera égal. هذا A مع هذا A راح exponentielle moins delta t. هاوليك exponentielle moins delta t fois exponentielle تاع الفوق يطلع للفوق. exponentielle تنحى الموا. Donc delta t plus delta t plus delta n t هكا mt oui mt هكا. دوك كي نضرب هذا فهمنا هذه فهمناها هذا طلعته من الفوق. دوك الا مع الا راح كوسينوس مع كوسينوس راح بقات ليكسبونونسيال. Donc, exponentielle A fois exponentielle B, c'est exponentielle A plus B. Donc, quand je fais les calculs, هذا moins delta مع delta يروح باش يبقى لك exponentielle delta n t a. Donc, exponentielle delta n t a, il y a un logarithme. Donc, on a 1 sur n, ln, 1 sur n. De tout ça. Et là, donc c'est 1 sur n, ln de tout ça. Delta n t. Voilà. L'exponentielle, c'est la fonction inverse de logarithme. Donc, 1 sur n, qu'est-ce qu'elle va me donner tout ça? Elle va me donner delta n ta. Donc, je simplifie. n à n égal à quoi? Delta ta. Donc, delta ta, c'est l'expression que je trouve théoriquement. Delta ta. Ok. Si je remplace l'expression d'x de t dans ici, je trouve que c'est... Et d'un autre côté, donc ça c'est le côté théorique. L'autre façon de calculer le décrément logarithmique est le graphique. On a le graphique, je peux le calculer à partir du graphique. Pourquoi? Parce que je peux calculer le rapport à la x sur x après une période. L'amplitude au départ et l'amplitude après une période, le rapport à je peux le calculer, le mesurer sur un graphe. Voilà, le nombre de périodes, ici le nombre de périodes que j'ai pris. Voilà. Le rapport aussi, il peut être donné dans un exercice. On vous dit que l'amplitude de départ et l'amplitude d'arrivée est égale à 60% de l'amplitude de départ. Dans 10 périodes. Ah ben voilà, tu as tout. Tu as le rapport des deux amplitudes et tu as le nombre de périodes. Donc je peux calculer. Donc en fait, le décrément logarithmique, il peut se mesurer à partir d'un graphique, il peut se mesurer à partir d'une phrase qui sera dite dans un exercice, d'une information qui est donnée, et aussi la valeur théorique qui est toujours valable, c'est celle-là. dc est égal à
Moi, je l'ai noté DCA, c'est pour le différencier par rapport à la fonction DC passé. D'accord? Donc, je mets C, c'est pour dire décrémologue. Il est égal à delta TA. Et TA, c'est quoi? C'est la période pour les oscillations amorties. Il n'est pas le même que les oscillations libres non amorties. Amorties et non amorties, c'est pas pareil. Sauf dans le cas où l'amortissement est égal à 0. Dans ce cas-là, il est noté. Ok. Donc, maintenant, aussi, donc, on a défini le décrément logarithmique. Dans certains cas, lorsque c'est compliqué de chercher le décrément logarithmique, des fois, les oscillations n'apparaissent pas bien. Voilà. C'est pour. Voilà. Des fois, c'est difficile les oscillations ne sont pas toujours lisibles. Des fois, c'est très encastré les unes dans les autres. Et c'est difficile de faire des mesures. Donc, il y a une autre alternative est de calculer le facteur de qualité. En général, le facteur de qualité est utilisé pour les systèmes forcés, pour les résonances, mais là aussi, il sert pour les systèmes amortis, c'est la qualité de l'amortissement. Alors, comment il est défini? Il est défini comme étant depuis fois l'énergie totale sur la perte de l'énergie pendant une période. Perdue à chaque période, delta. Ok. Donc, on peut montrer par des calculs d'approximation que le facteur de qualité est égal à oméga 0 pareil sur 2 delta. Oméga 0 sur 2 delta, c'est la même définition que pour le système forcé ou le système amorti. Q est égal à oméga 0 sur 2 delta. Oméga 0, c'est la pulsation propre, delta, c'est le facteur d'amortissement. Alors, aussi, il est relié au décrément logarithmique par P sur D. Donc, vous voyez, on peut déduire le décrément logarithmique de cette façon. Donc, bien qu'on ne peut pas le mesurer, c'est difficile, on peut le déduire à partir de cette façon. Mais bon, ça c'est à savoir. Alors maintenant, je vais revenir, comme ça c'est les solutions, vous êtes d'accord, c'est dans le cas général. Un système amorti ne peut pas être autre que ces trois cas-là. N'importe quel système a un degré. Donc ça veut dire qu'un système libre, il est aussi dans ces trois cas. Le système libre non amorti, il doit être aussi dans un des trois cas-là ici. Parce que ça c'est un système libre. Et là, il y a une équation différentielle. Donc maintenant, alpha, l'amortissement, il peut être égal à 0, il peut être ce qu'il veut. Donc ça veut dire que le système libre non amorti, il est forcément traité dans un de ces trois cas. Ok, donc on va le faire. Donc alpha égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amortissement. Donc alpha égale à 0. Alpha égale à 0. Donc, delta égale à 0, donc absence d'amortissement. Alpha égale à 0, ça veut dire que delta égale à 0. On avait vu que delta est relié à alpha, c'est direct. Donc, lorsque delta égale à 0 dans l'équation différentielle un peu avant, vous allez voir que ça revient à écrire cette équation. X2 point plus oméga 0 x. Et ça, c'est l'équation qu'on avait vue tout au début de l'oscillateur harmonique. Voilà, on remarque delta égale à 0, oméga 0, c'est une valeur forcément positive, elle est toujours supérieure à 0. Delta égale à 0, je suis dans quel cas? Je suis dans le cas delta supérieur à oméga 0, ou le delta égale à oméga 0, ou le delta inférieur à oméga 0. Dites-moi s'il vous plaît. Je suis dans quel cas delta égale à 0. Il est supérieur à oméga 0, ou égal à oméga 0, ou inférieur? Inférieur. Inférieur, forcément, parce que oméga 0, c'est une valeur positive.
Donc delta égale à 0, forcément il est inférieur à oméga 0. Parce que oméga 0 c'est positif, il n'est pas égal à 0. Si elle est égale à 0, il n'y a rien. Ok, donc si je suis inférieur, donc ça veut dire que je suis dans ce cas-là. Donc la solution de mon système libre non amorti, c'est ça, en appliquant delta égale à 0. Donc delta, si tu appliques delta égale à 0, ça fait quoi? Ça fait A cos oméga t plus phi. Et oméga A devient quoi? Lorsque delta égale à 0. Oméga A devient égal à oméga 0. Racine de oméga 0 carré, c'est oméga 0. Donc oméga A devient oméga 0. Donc finalement x de t est égal à A cos oméga 0 t plus phi. Dans le cas où delta égale à 0. Donc le cas particulier, il est traité. Le cas particulier, on a traité au début. Il a la solution. Les trois cas d'un système libre. Voilà, je suis arrivé à la fin. Excusez-moi, j'ai rajouté un petit peu de temps. Mais voilà quoi. جيتوا الكل ولا جاو غير الجروب 1 et 3 42. Ok. 1 et 2. Très bien. Bon, j'espère que ça a enregistré. Non, شوف من بعد هذيك. شوف من بعد. bon, حبسها. حبس.